Salut à toi et bienvenue dans un nouveau moment chill sur la chaîne. Ce soir, on va se poser tranquillement dans mon petit monde Minecraft pendant que je te raconte quelques-unes des histoires les plus folles que j'ai trouvées sur Reddit. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter, que ce soit une histoire de vengeance, de couple ou juste un truc qui t'est arrivé, tu peux me l'envoyer directement par mail. L'adresse est dans la description. Et t'inquiète, tout est raconté de manière totalement anonyme. La première histoire s'appelle « Suis-je un enfoiré pour avoir détruit la seule personne qui croyait vraiment en moi, juste pour ne pas me sentir seul ?» Je me pose cette question presque tous les soirs, surtout ceux où je reste éveillé trop tard. La lumière du téléphone bleu sur mon visage, à faire défiler des vidéos sans vraiment les regarder. C'est marrant, parce que de l'extérieur, mon histoire ressemble à un truc banal. Deux collègues, une complicité, une relation qui dérape, une trahison de fond. Rien de spectaculaire, rien de digne d'un film. Et pourtant, à l'intérieur, ça a été un séisme. Je travaillais dans une boîte de marketing digital, le genre d'agence où tout le monde fait semblant de vivre sa meilleure vie sur LinkedIn, alors qu'en réalité, on est juste fatigué, sous-payé et sursollicité. J'étais arrivé là un peu par hasard, après des études qui ne m'avaient pas vraiment passionné, avec le sentiment diffus de jouer un rôle. On m'avait collé sur des campagnes pour des marques dont je me foutais complètement, mais j'étais plutôt bon pour faire semblant d'y croire. C'est probablement ce talent-là qui m'a permis d'avancer. Et puis il y avait Léa. Léa, c'était la nouvelle quand elle est arrivée. Petite robe noire, basket blanche, cheveux attachés en chignon approximatif, un sourire un peu timide, mais des yeux qui observaient tout. On m'avait demandé de la former sur un projet parce que j'étais celui qui connaissait le client par cœur. En réalité, je connaissais surtout par cœur les caprices du directeur marketing et ses mails envoyés à 23h30. Le premier jour, elle s'est assise à côté de moi, a sorti un carnet, a noté tout ce que je racontais, avec un sérieux presque exagéré. Je me souviens m'être dit qu'elle ne tiendrait pas 3 mois, qu'elle avait l'air trop douce pour ce cirque. J'avais tort. Elle s'est adaptée vite, trop vite. Au bout de quelques semaines, elle faisait déjà des présentations en réunion en gardant son calme, même quand le boss la testait. Elle avait cette façon de rester polie en répondant du tac au tac, avec une pointe de malice. J'aimais bien ça. On a commencé à manger ensemble à midi. Au début, c'était juste pratique, nos horaires collaient. On parlait boulot, clients relous, process absurdes, petites humiliations quotidiennes. Puis, au fil des jours, c'est devenu plus personnel. Elle me racontait ses soirées avec ses amis, sa passion pour la photo, sa peur de décevoir ses parents qui la voyaient déjà cadre brillante à 30 ans, alors qu'elle avait juste envie de survivre. Moi, je lui parlais de ma rupture récente, de mon appart un peu trop grand pour une seule personne, de mes soirées à traîner sur YouTube. Elle écoutait vraiment, sans donner l'impression d'attendre son tour pour parler. Et ça, c'est rare. Petit à petit, on est devenu le duo du bureau. On nous associait dans les projets, on nous envoyait ensemble en rendez-vous clients, on se couvrait mutuellement quand l'un arrivait en retard, on faisait des blagues que les autres ne comprenaient pas, on se partageait des playlists, des mimes. C'était confortable, léger, naturel. Et à ce moment-là, je te jure, je ne pensais pas au fait qu'elle pouvait développer autre chose que de l'amitié. J'avais classé notre relation dans cette catégorie rassurante. Alliés, complices, collègues préférés. Rien de plus. Sauf qu'évidemment, la frontière ne reste jamais nette bien longtemps quand tu passes 8 heures par jour avec quelqu'un, que tu lui racontes ta vie, que tu partages ta fatigue, tes doutes, tes petites victoires. Les jours de rush, on restait parfois jusqu'à 20 et 1 heure à l'agence. On se commandait des pizzas, on travaillait côte à côte, on rangeait tout en silence à la fin comme deux soldats d'une même armée. Une fois, alors que je rangeais mon ordinateur, elle m'a dit que sans moi, elle aurait déjà démissionné. Sur le moment, j'ai pris ça comme un compliment banal, mais avec le recul, c'était plus que ça. Elle s'accrochait à moi, je lui servais d'encre, et moi aussi je m'accrochais à elle, même si je voulais pas le voir. Quand elle n'était pas là, la journée avait un goût différent. Je vérifiais l'heure en me demandant quand elle reviendrait de rendez-vous. Quand elle riait avec d'autres collègues, je me sentais vaguement mis à l'écart, comme un gamin jaloux. C'est là qu'un truc en moi aurait dû se réveiller. Mais je préférais me dire qu'elle était ma pote du bureau, un point c'est tout. Dans ma vie perso, c'était le désert. Je sortais parfois en soirée, je matchais sur des applis, je voyais quelques filles, mais rien ne durait. J'avais la mauvaise habitude de disparaître dès que ça devenait un peu sérieux. Je me justifiais en disant que je n'étais pas prêt, que mon ex m'avait abîmé, que j'avais besoin de temps. En vrai, je crois que je m'étais tellement habitué à ce rôle de mec un peu perdu que ça me servait d'excuse permanente. Avec Léa, c'était différent parce que, officiellement, il n'y avait rien à définir.
On se voyait tous les jours, on se parlait tout le temps, mais dans un cadre professionnel. Ça me permettait de profiter de sa présence sans avoir à prendre de décision. Puis est arrivée Camille. Camille, c'était l'inverse de Léa. Grande gueule, très à l'aise, toujours sapée comme si elle sortait d'un shooting, le genre de fille qui remplit la pièce dès qu'elle entre. On s'était rencontrés par des amis communs en soirée, on avait bu, rigolé, fini chez moi, sans vraiment réfléchir. Je n'avais pas prévu que ça dure, mais elle était directe, simple, pas prise de tête, ça me convenait bien. On se voyait 1 à 2 fois par semaine, principalement le soir, presque jamais en journée. On n'avait pas parlé de couple, on s'était contenté de flotter dans ce flou confortable, plus qu'un plan cul, moins qu'une vraie relation. Évidemment, je n'avais pas parlé d'elle à Léa, pas par honte, mais parce que je cloisonnais. Il y avait le boulot, avec Léa, et le reste de ma vie, avec Camille et quelques autres tentatives plus ou moins bancales. C'est drôle comme les choses basculent parfois sur un détail. Pour moi, le déclic avec Léa s'est fait un soir de novembre. On avait eu une présentation particulièrement éprouvante avec un client toxique, le genre à se réjouir de te mettre dans l'embarras. Après la réunion, elle était sortie prendre l'air, tremblante de colère et de frustration. Je l'avais suivie sur le trottoir, sous une pluie fine, et elle avait explosé. Qu'elle en avait marre d'être prise pour une stagiaire. Marre qu'on doute d'elle, marre de se sentir illégitime. Elle avait les yeux brillants, les joues rouges, les mains qui gesticulaient, et je l'ai trouvée belle. Pas juste mignonne ou agréable à regarder, belle au point que ça m'a serré la poitrine. Ce soir-là, on est allé boire un verre, après le travail, juste tous les deux. Les autres avaient décliné. On a parlé plus longtemps que d'habitude, de choses plus profondes. Elle m'a parlé de son passé, d'une relation toxique qui l'avait rendue méfiante, de sa peur de se tromper encore. Je me suis un peu reconnu dans ce qu'elle disait, et ça m'a fait baisser mes propres défenses. Au bout de 2 verres, l'ambiance était moins collègue, et plus on se parle vraiment. Sur le chemin du métro, elle a glissé sa main sous mon bras pour rigoler parce qu'elle avait froid, soi-disant. J'ai senti son corps contre le mien, et j'ai compris que quelque chose était en train de franchir une limite. J'aurais pu m'écarter, j'aurais pu faire une blague, j'aurais pu remettre une distance. Je ne l'ai pas fait. Les semaines suivantes, tout est devenu plus flou. On continuait à fonctionner comme un duo au travail, mais avec une couche supplémentaire de sous-entendus. Des regards qui durent, des messages envoyés tard le soir sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les clients, des « tu me manques au bureau quand t'es en télétravail » glissés à moitié en riant. J'ai commencé à me rendre compte qu'elle tenait à moi peu, être plus que je ne voulais l'admettre. Moi, j'essayais de rester dans cette zone grise où je pouvais profiter de sa présence sans assumer ce que ça voulait dire. Et pendant ce temps-là, je continuais à voir Camille, 2 vies parallèles qui forcément allaient finir par se croiser. La première vraie alerte, ça a été le pot de Noël de la boîte. Tout le monde était là, la direction un peu bourrée, les collègues qui se lâchaient, de la musique trop forte dans l'open space. Camille m'avait proposé de la rejoindre plus tard en soirée, mais j'avais dit que je verrais, que ça dépendrait de comment ça se passait. Vers 22h, Léa et moi étions déjà un peu éméchés. On dansait vaguement, on rigolait. À un moment, elle s'est rapprochée pour me dire quelque chose à l'oreille, et ses lèvres ont effleuré ma joue. Ça aurait pu être un geste anodin, mais j'ai senti toute la pièce disparaître autour de nous. Je crois qu'elle l'a senti aussi, parce qu'elle a reculé brusquement, comme prise en faute. On s'est regardé, et pendant 1 seconde, j'ai eu envie de l'embrasser. Là, au milieu de nos collègues, sous les néons tremblants. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris mon téléphone, et dans ce moment de panique, j'ai envoyé un message à Camille. « Tu es où ? Je te rejoins. » J'ai prétexté que j'étais fatigué, que je devais y aller. Léa m'a accompagné vers l'ascenseur. Il y avait ce non-dit entre nous, tellement lourd qu'il aurait presque mérité d'être annoncé à haute voix. Elle m'a souhaité bonne soirée, un peu trop doucement. J'ai répondu que je la verrais le lendemain. Dans le Uber, en route vers le bar où m'attendait Camille, j'ai senti une sorte de malaise sourdre en moi. Je faisais un grand écart émotionnel permanent, et je savais que ça ne tiendrait pas longtemps. Camille, elle, ne se posait pas toutes ces questions. Quand je suis arrivé, elle m'a sauté dans les bras, elle m'a embrassé sans retenue. Elle voulait qu'on parte vite, qu'on passe la nuit ensemble. J'ai suivi le mouvement, parce que c'était plus simple de me laisser porter que de réfléchir à ce que je faisais, mais même dans ses bras, une partie de moi restait coincée au bureau, à côté de Léa. Je ne sais pas exactement quand Léa est tombée amoureuse de moi. Ce que je sais, c'est quand j'ai compris que c'était le cas. Un lundi matin, début janvier, on était en train de finaliser une présentation. Elle avait l'air préoccupée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a hésité, puis elle m'a dit « Je ne sais pas où je suis avec toi,
Elle ne parlait pas du travail. Elle a ajouté qu'elle avait l'impression qu'on était plus que des collègues, mais que je faisais comme si de rien n'était, que ça la rendait dingue. Elle a fini par lâcher, d'une voix un peu tremblante, qu'elle tenait à moi, qu'elle ne savait pas si c'était réciproque et qu'elle avait peur que je joue avec ça sans m'en rendre compte. J'aurais dû tout avouer à ce moment-là. Lui parler de Camille, lui dire que j'étais paumé, que je ne savais pas aimer correctement en ce moment. À la place, je lui ai dit que je tenais beaucoup à elle, que notre relation comptait énormément, que je ne voulais pas la perdre. C'était vrai, mais ce n'était pas suffisant. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne savais pas encore coller une étiquette sur nous et que je ne voulais pas qu'elle s'éloigne. En gros, je lui ai demandé de rester suspendue à mes hésitations. Elle a accepté, parce qu'elle m'aimait déjà assez pour ça, et moi j'ai profité de cette marge de manœuvre. Évidemment, la vie se charge toujours d'exploser les mensonges qu'on empile. L'explosion est arrivée un jeudi, nous avions un déjeuner client important. Le matin même, Camille m'avait écrit pour me dire qu'elle devait passer près du bureau l'après-midi et qu'elle avait envie de me voir quelques minutes. Je lui avais répondu vaguement, sans trop m'engager. Après le déjeuner, Léa et moi sommes revenus à l'agence, un peu fatigués, mais contents de la réunion. On s'est installés à nos postes, j'ai ouvert mon mail, j'ai pris un café, et là, mon téléphone a vibré. Un message. Je suis dans le hall, je peux monter dire bonjour. C'était Camille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai répondu « Oui, viens au 4, je t'ouvre ». Peut être que je me prenais pour un funambule doué, peut être que j'avais juste le cerveau grillé. En tout cas, j'ai fait entrer dans le même espace 2 mondes que j'avais soigneusement séparés jusque-là. Quand la porte de l'open space s'est ouverte et que j'ai vu Camille s'avancer vers moi avec son sourire et son énergie, j'ai senti mon cœur se serrer. Léa, assise juste à côté, a relevé la tête. Je crois que je me souviendrai toujours de son regard à ce moment-là. Ce mélange de surprise, de suspicion immédiate, de blessure instinctive. Camille s'est penchée vers moi, m'a embrassé sur la joue d'un geste qui n'avait rien d'amical. Elle m'a appelé par un petit surnom qu'elle était la seule à utiliser. Autour, quelques collègues ont levé les yeux, amusés. Pour eux, ce n'était qu'un moment anodin, une copine qui passe au bureau. Pour Léa, c'était un révélateur brutal. Elle n'a rien dit, pas un mot. Elle s'est juste levée, a prétexté une salle de réunion à réserver, a pris son ordinateur portable et a disparu. Moi, j'ai senti le sol se dérober. Camille parlait, riait, me montrait quelque chose sur son téléphone, mais je n'écoutais déjà plus. J'ai abrégé, prétexté une réunion, je l'ai raccompagnée à l'ascenseur en lui promettant qu'on se verrait le week-end, puis je suis retourné à mon bureau. Léa n'était plus là. Je l'ai trouvée un peu plus tard sur la terrasse du 4e, appuyée contre la rambarde, les bras croisés sur sa poitrine. Elle m'a demandé calmement qui était Camille. Je lui ai répondu que c'était quelqu'un que je voyais, en évitant soigneusement les mots plus précis. Elle m'a demandé depuis quand. J'ai bafouillé une réponse. Elle a compris. Elle a compris que pendant tout ce temps où elle se demandait si elle comptait pour moi, pendant ces soirées où je lui disais que j'étais fatigué, je passais peu, être mes nuits avec une autre, elle m'a demandé si j'avais conscience de ce que je faisais, si j'avais conscience d'à quel point je l'avais laissé s'attacher, sans jamais clarifier que mon cœur était déjà morcelé ailleurs. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis défendu comme tous les gens qui savent qu'ils sont en tort. J'ai parlé de ma confusion, de mes peurs, de ma rupture passée. J'ai répété que je ne voulais faire de mal à personne, que je ne contrôlais pas tout, que les choses s'étaient faites comme ça. Elle m'a regardé avec une tristesse que je ne m'étais jamais vue refléter. Elle a dit que justement, c'était ça le pire. Que je me cachais derrière mes blessures pour éviter d'assumer mes choix. Que je n'étais pas un monstre, juste un lâche. Et que parfois, c'est presque pire. Les jours suivants ont été glaciaux. Au bureau, elle me parlait à peine. On échangeait uniquement sur les sujets professionnels, avec des mails courts, des messages froids. Le duo qu'on formait avait explosé, les autres l'avaient remarqué sans savoir pourquoi. Camille, elle, ne comprenait pas ce qui se passait, elle ne savait pas que j'avais construit une autre intimité avec quelqu'un d'autre dans le même espace. J'étais pris entre deux feux. D'un côté, une fille à qui je n'avais jamais promis officiellement de fidélité, mais avec qui je partageais une certaine complicité. De l'autre, une fille à qui je n'avais rien promis non plus, mais que j'avais laissé, par mon silence, imaginer une histoire. Un soir, après une journée particulièrement tendue, Léa m'a envoyé un message. Elle voulait qu'on parle en dehors du bureau. On s'est retrouvés dans un café un peu à l'écart. Elle avait l'air plus calme, plus déterminée. Elle m'a dit qu'elle avait demandé sa mutation sur un autre projet, dans un autre open space, pour ne plus avoir à travailler avec moi au quotidien.
Elle a ajouté qu'elle ne me souhaitait pas de mal, qu'elle espérait sincèrement que je trouve un jour un moyen d'être en paix avec moi-même et avec les gens qui m'entourent. Mais elle ne voulait plus être au centre de ce chaos-là. Elle m'a remercié pour les bons moments, pour le soutien au début, pour les fous rires, et puis elle m'a dit que ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas que j'ai quelqu'un d'autre, c'était de se rendre compte que je ne lui avais jamais laissé la possibilité de choisir en connaissance de cause. Que je lui avais volé sa décision en lui cachant la vérité. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me suis juste senti terriblement vide, comme si je venais de perdre quelque chose que je ne pourrais pas remplacer. J'ai essayé de la retenir un peu, de lui dire que je tenais à elle, que j'étais en train de réaliser beaucoup de choses, que je pouvais changer. Elle m'a regardé longtemps, puis elle a dit que peut-être, oui, je changerai un jour, mais que ce ne serait pas avec elle. Qu'elle refusait d'être le brouillon de la version améliorée de moi-même. Camille a fini par partir aussi, quelques semaines plus tard, pas à cause de Léa. Elle n'a jamais tout su dans le détail. Elle est partie parce qu'elle sentait bien que je n'étais pas vraiment là, que je vivais dans une sorte de zone de gris permanent. Elle m'a dit un soir que j'étais quelqu'un de bien, mais incapable de me poser, que c'était épuisant. Elle avait raison, elle aussi. Résultat, j'ai perdu les deux. Aujourd'hui, Léa ne travaille plus dans la boîte. Elle a trouvé ailleurs, dans une agence plus petite, où elle semble s'épanouir. Je l'ai stalkée un peu sur les réseaux, je l'avoue. Elle a l'air heureuse. Je ne sais pas si elle pense encore à moi. Moi, je pense souvent à elle. À notre duo dans l'open space, à nos déjeuners, à la façon dont elle posait sa main sur mon bras en riant. Je repense surtout à cette phrase qu'elle m'a laissée. Tu n'es pas méchant, tu es juste égoïste. C'est peu être ça qui me hante le plus. Parce que c'est vrai et que je ne peux pas m'en dédouaner. Alors oui, je suppose que d'une certaine manière, je suis un enfoiré, pas le genre de monstre qui manipule consciemment pour faire souffrir, mais le genre de mec qui laisse les choses se faire tant que ça le rassure, qui profite de l'amour qu'on lui donne sans être prêt à le rendre correctement. Le genre qui se cache derrière les mots « je suis perdu » pour éviter de répondre à la seule question qui compte « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» et qui risques-tu de blesser en attendant de le savoir. Et voilà pour aujourd'hui. Si t'en veux encore, clique juste ici pour découvrir une autre vidéo ou lance la playlist, tu verras, elle est parfaite pour t'accompagner pendant un moment calme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles histoires Reddit.